s'il continue à jouer comme ça d'ici la fin de la saison, il y a une chance de terminer avec plus de victoires que de défaites au nombre de total de décisions qu'il va avoir eu durant la saison. Et ça, chez le Canadien, il n'y a aucun gardien qui a réussi à faire ça depuis la saison 2018-2019. Moi, j'ai grandi. C'est l'essentiel de ma vie de spectateur et ou / observateur. T'sais, le Canadien, ça a toujours été une équipe de gardiens de but. Ouais. De mon vivant. Ça fait partie de la culture. Ouais. Le poste de gardien de but à Montréal est l'équivalent du poste de champ-centre chez les Yankees de New York. Où il y a je pensais que tu allais dire chancelier. Non, mais en Allemagne. Il y a des où le poste, les Dodgers de Los Angeles ont été reconnus de tous les temps pour la qualité de leur personnel de lanceurs et tout ça, mais le poste de gardien, ça fait partie de la culture d'entreprise chez les Canadiens. Alors que chez les Flyers, on sait que ça fait pas partie du tout. Non, mais c'est vrai, il y a des organisations, on dirait que c'est toujours difficile de trouver des gardiens, puis ça a toujours été... Ouais. Il y en a eu quelques bons à travers l'histoire, mais il y a pas souvent eu de continuité comme nous, on l'a vu à Montréal tout le temps. Non, et on en a déjà parlé, mais même des gars comme Jeff Hackett ont eu leur meilleur moment ici. Il y a des gars... Cristobal Huet. Comme si, c'est ça, comme si la couleur des jambières avait un rôle à jouer. On a parlé de Montembeault, là, puis il a eu des bons moments, mais ce que j'essaie de dire avec difficulté, c'est que... Parce qu'on n'arrête pas de t'interrompre. Non, pas du tout. Puis interrompez-moi plus. Non, mais c'est une vraie demande. C'est que on est habitué de voir cette équipe-là avoir du succès quand le gardien, c'est le meilleur joueur. Et il y a une transition, je ne sais pas si c'est une transition qui se fait, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, les succès du Canadien cette année. Évidemment, c'est absolument pas seulement les prouesses du gardien, mais moi, je trouve que Samuel Montembeault, dans la période que traverse le Canadien actuellement, ne reçoit pas le crédit que... On dirait qu'il y a un changement de culture, là, parce que tu regardes de façon tout à fait objective son rendement en comparaison avec les autres gardiens de la Ligue. Là, il est parmi les plus performants. Là, la combinaison fiche, moyenne d'efficacité, moyenne de buts alloués, là, il est au meilleur de la Ligue nationale avec Connor et Hellebuyck. Je disais le papier de Marc-Antoine qui prenait d'autres données qui allaient dans le même sens. Et après les matchs, on entend très peu parler de Montembeault. C'est toujours Caulfield, le trio de Suzuki est excellent, l'équipe a bien joué défensivement, mais l'équipe à Winnipeg elle joue très bien défensivement devant Connor et Hellebuyck, mais les gens reconnaissent ça. Et Montembeault a maintenu une moyenne de 900 et plus dans 7 de ses 8 derniers départs. Et ça, même Carey Price faisait pas ça souvent. Là. Je pense qu'il y a eu 3 séquences de 9 matchs consécutifs à la saison où il a gagné le trophée Hart. Mais ce sont des séquences exceptionnelles pour un gardien. C'est difficile de faire ça. Donc, de terminer le match seulement, avec un taux d'efficacité au-dessus de 900 de façon consécutive, c'est pas si fréquent. Non, c'est pas si d'avoir des séquences prolongées comme ça. Okay. Là. Et j'avais fait le calcul il y a quelques années. J'avais pris tous les matchs où les gardiens avaient joué sous la barre de 900 et c'était 7% les chances de gagner un match dans la Ligue nationale quand ton gardien est sous la barre de 900. Alors, il joue très bien, Montembeault, et techniquement, comparativement à son arrivée, il s'est considérablement amélioré. Probablement que le fait d'avoir côtoyé les joueurs d'Équipe Canada à la pause des 4 nations, ça lui a apporté quelque chose aussi. Mais c'est remarquable son rendement et moi, je m'étonne que ce ne soit pas souligné à tous les jours. À chaque heure. À propos du 900, c'est drôle parce que hier, quand je lui ai parlé dans le vestiaire, j'ai dit la victoire, évidemment, tu vas être content quand ton équipe gagne, mais ton évaluation, ton unité de mesure pour déterminer si toi, tu as connu une bonne soirée, si tu as joué un bon match, c'est quoi? Puis il m'a dit, quand tu joues en haut de 900 dans un match, tu as donné une chance à ton équipe de gagner. Il y a des matchs où tu n'auras pas beaucoup de lancers puis tu ne pourras pas faire grand-chose contre les chances de marquer qui viennent vers toi. Mais quand je vois bien la rondelle, que je me sens bien, que j'ai fait des arrêts de qualité puis que j'ai contrôlé mes retours, je vais ressortir d'ici un peu plus satisfait. Mais pour lui, la barre psychologique du 900,
c'est significatif. C'est intéressant. Ouais. Ben, vous dites la même chose des deux côtés. Ils vont regarder, ce qui veut dire que lui, quand il va sortir de la patinoire, il va aller voir ses statistiques, puis il va dire, OK, là, j'ai eu combien de lancers, puis est-ce que j'ai fait le travail en ce sens-là. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas tout le crédit qui lui revient, puis c'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine d'écrire un papier là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant, la situation dans laquelle Montembeault se retrouve en ce moment. Il est gardien numéro 1 pour la première fois de sa carrière, avec une équipe qui, pour la première fois depuis des lustres, est en position de se battre pour une place en série. Et puis, donc, il est investi de responsabilités qui sont significatives puis qui marquent, je trouve, un point tournant dans sa carrière. Alors, il a tout d'abord dû montrer qu'il était autre chose qu'un gars ramassé au balotage. Il a dû prouver qu'il est un gardien de la Ligue nationale. Là, il prouve qu'il a démontré cette année qu'il est un gardien numéro 1. Ses coéquipiers ne font pas juste en parler comme s'il était un gardien de tandem, comme c'est encore le cas quand Jake Allen était là. Ou de même de trième. Oui, exact. On en a assez parlé du trième. Ah, je sais pas, moi, j'ai dû la manquer, celle-là. Je devais pas être là cette journée-là. J'ai des blackouts. C'est normal. Mais c'est ça. Alors là, il a convaincu tout le monde qu'il est rendu un gardien de but numéro 1. Ce que ça veut dire qu'il est un gardien de but de premier plan. Il ne fait pas partie de l'élite. Mais tu sais, tu parlais de Jeff Hackett et puis Cristobal Huet. Ces gars-là ont démontré à Montréal qu'ils étaient des gardiens de but numéro 1. Éventuellement, ils ont été tassés par des gardiens de plus grande qualité. Puis sûrement que l'organisation du Canadien s'est dit un jour, si Jacob Fowler devient ce gardien-là, ben, tant mieux, ça serait le fun. On s'améliorerait à cette position-là. Mais au moins, le Canadien n'est pas dans une position de faiblesse devant le filet. Ils ont un gardien qui leur donne une chance de gagner tous les soirs. Autre statistique intéressante dans le cas de Montembeault, si on considère que les défaites en prolongation sont des défaites, là, on oublie qu'il y a un point qui a été récolté, Montembeault a une fiche cette saison de 24 victoires, 25 défaites. OK? La vraie fiche là, qu'on voit, c'est 24, 21, 4, mais il y a 24 victoires, 25 défaites. S'il continue à jouer comme ça d'ici la fin de la saison, il y a une chance de terminer avec plus de victoires que de défaites au nombre de total de décisions qu'il va avoir eu durant la saison. Et ça, chez le Canadien, il n'y a aucun gardien qui a réussi à faire ça depuis la saison 2018-2019. Même dans les dernières saisons, Carey Price, c'est pas arrivé. C'est quand même... Ça fait... Carey qui? Alors, c'est pas juste pour dire à quel point il connaît quand même une bonne saison. Et on dirait que dans l'optique des amateurs, il y a eu un changement de culture. Là. Avant, c'était toujours le gardien, puis il y avait toujours des débats. Qui va être devant le filet ce soir, puis... Ben, tu penses de Patrick Roy à José Théodore à Carey Price, il y a eu le meilleur joueur de cette équipe-là, c'était souvent le gardien. Et quand Roy est arrivé, Dryden faisait quelques années qu'il était parti, là, mais la période n'avait pas été si longue que ça. Fait que ça a été une succession vraiment de grands gardiens. Là. Il y a... Tu parles de cette période-là, entre Dryden et Roy, j'ai vu ça l'autre jour, l'année où Mario Lemieux était recrue. Il y a quelqu'un qui a donné un vote de première place à Steve Penney pour la recrue de l'année, devant Mario Lemieux. Wow. Ça doit être quelqu'un de Montréal. ça devait être quelqu'un de la famille Penney. Il était chanceux que les réseaux sociaux n'existent pas. Ouais. C'est un peu comme le gars qui n'a pas donné de vote à Ichiro pour entrer au temple de la renommée du baseball cette année. Là, il a raté l'unanimité par un seul vote et tout le monde cherchait. C'est qui? Qui est le... Ils vont le trouver, d'ailleurs. Qui est l'idiot? Ben, voilà. On peut penser que celui qui a voté pour Penney, il y avait une histoire non résolue avec Mario. Peut-être une histoire de cours d'école. Où il aimait beaucoup le Canadien. Ouais. 2 votes de première place. OK. Mario Lemieux en avait eu 53. Chris Chelios en avait eu 5. Steve Penney 2. Puis après ça, Kirk Muller, Thomas Sandstrom et, tenez-vous bien, Mike McPhee. Wow. Hey! Aussi un vote de première place. Fait que honnêtement, le chapitre montréalais, à l'époque, emmenait large. Était très partisan. Très partisan.